Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition, je vous remercie, et on va continuer, parce que nous allons aborder le problème du garde d'asile. Et quand vous aviez missionné quelqu'un de votre institution à la réunion que j'avais organisée à l'Assemblée nationale, dont nous allons voir quelques images, à propos du garde d'asile, le grand patron de Sanofi avait refusé également de venir. Pourquoi ? Parce que face à lui, il y avait notamment Jean-Pierre Spinoza, gynécologue, et qu'on va avoir en Skype tout à l'heure dans quelques instants. J'espère qu'il m'écoute. Jean-Pierre Spinoza, gynécologue, cancérologue à Lausanne, à Lausanne en Suisse, et qui a coécrit avec Catherine Riva il y a 2-3 ans le livre La piqûre de trop. Alors nous allons montrer 2 extraits des images de l'Assemblée nationale. C'était il y a 2 ans que j'avais organisé, et le matin c'était réservé aux autorités de santé. Donc seule la Haute Autorité de Santé, la HAS, avait accepté, donc vous avez accepté d'envoyer un expert, c'était votre sous-directeur, je crois. Et puis le Haut Conseil de Santé publique avait refusé, le Conseil technique de vaccination avait refusé, alors que c'est eux qui, là, depuis quelques mois, quelques semaines, incitent maintenant toutes les jeunes filles dès l'âge de 9 ans, et même les garçons, ça va venir parce que ça se fait au Canada, en Australie, à se faire vacciner pour quelque chose qui ne mérite pas, dans le sens où il y a d'autres priorités, et que si je rappelle, juste pour faire une introduction à la vidéo que vous allez voir, le problème du cancer du col de l'utérus, c'est d'innombrables HPV, c'est le nom des virus, hein, et que si on est tous d'accord, je vous dis ça, c'est un peu scientifique, mais c'est parce que c'est pour mieux comprendre ce qui va suivre, on parle de 16 et 18, tout le monde est d'accord que le vaccin tue les 16 et 18, le problème c'est qu'il n'y a pas que les 16 et 18 qui sont incriminés dans ce cancer, et surtout qu'en supprimant une partie de l'écologie du système, en supprimant le 16 et 18, ça fait fleurir d'autres, et que nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la vaccination a un effet bénéfique sur l'ensemble de la mortalité par cancer du col de l'utérus, dont je vous rappelle, et d'ailleurs la Haute Autorité de Santé a fait un très gros travail, la seule prévention est un frottis à faire tous les 3 ans chez les femmes, c'est la seule prévention, au moins dans nos pays, chez nous en France, en Europe, qui permettra de réduire cette pathologie qui tue 1000 personnes à peu près par an, 1000 personnes qui en général ne se sont pas fait dépister avant. C'est une pathologie qui met 10-15 ans à survenir, hein. C'est pas en quelques mois. Voilà. Donc on peut lancer la vidéo jusqu'à 2 minutes, et ensuite vous allez voir un échange particulièrement étonnant entre Jean-Pierre Spinoza et professeur Castaigne, professeur chef de service à Villejuif, et vous verrez que les avis sont complètement opposés. Et après, vous ferez votre opinion vous-même. Tous. Bonjour Monsieur le député, merci de nous avoir mis à disposition cette salle hautement symbolique de l'Assemblée nationale. On ne se retrouve pas là par hasard, c'est la suite d'une démarche d'action individuelle, collective. Vu le docteur Bapt, qui était président de la mission Mediator, d'ailleurs dont on va parler tout à l'heure, et qui d'ailleurs nous a ouvert les portes de cette Assemblée nationale. Je peux vous dire que pour avoir une salle à Paris, si on n'a pas d'argent, on n'a pas de salle. Hein. Donc c'est tout bête. Hein. Moi, j'ai essayé d'avoir une salle gratuite. Voilà. C'était ni plus ni moins l'Assemblée nationale, on fait ce qu'on peut. Et ce en quoi j'espère que ça aboutit sur quelque chose, mais c'est vrai qu'à ce jour, on a l'impression que plus on fait des choses, plus c'est l'inverse. Depuis un certain nombre d'années, ce que je vous propose, c'est d'exposer un petit peu le pourquoi du comment de se retrouver ensemble aujourd'hui, en 10-15 minutes, assez rapidement. Et puis après, vous aurez 3 exposés. Un exposé du docteur Jean-Pierre Spinoza, qui est à ma gauche,
un exposé du docteur Joël Pellerin et un exposé de Madame Catherine Riva. Et après cet exposé, commencer par quelque chose qui est essentiel et qui réfère à un article du Code de la santé publique qui fait obligation aux membres des professions médicales qui s'expriment en public sur les produits de santé de faire une déclaration de leur lien d'intérêt avec les entreprises, établissements et organismes qui les produisent ou les exploitent ou les conseillent. Une déclaration de conflit d'intérêt, c'est pas simplement vous avez des conflits d'intérêt, oui, non. Je pense que ça mérite une petite explication et c'est sur le modèle de ce qui se passe à l'AFSAP. Ou l'autre, en fonction de ce que l'avenir va nous réserver, on pourrait être mis sur la sellette en nous demandant quelques explications. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. En attendant que Joël se prépare, je vous demanderai donc de vous présenter, éventuellement si vous représentez une association ou un institut et vous donner vos conflits d'intérêts si vous êtes dans le milieu médical. Je suis dans le milieu, enfin j'étais dans le milieu médical, je suis Damienne Leca-Castaigne, j'ai été longtemps chef de service à Gustave Roussy en tant que chirurgien-oncologue et j'ai traité, je suis contente de savoir que vous en avez traité, mais j'ai traité beaucoup de cancers du col. Ce que je ne comprends pas dans votre donnée, c'est ce qui vous a pris contre ce vaccin. Qu'on soit un peu contre la pub qui a été faite par les laboratoires, je suis d'accord. Mais quand vous nous démontrez, et c'est ce que tout le monde se demande, tous les gens, et je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne prescris pas, je suis à la retraite, et si tout à l'heure je vais à Femmes et Cancer, peut-être payé par le comité qui m'invite et que je ne sais pas où ils prennent leurs sous, je n'ai moi personnellement aucun conflit d'intérêt. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on sait que 16 et 18, c'est la majorité en France, et c'est la majorité dans la plupart des pays, on verra plus tard en Amérique du Sud et ailleurs. Donc on sait que c'est ça. Et les questions qu'on se pose, c'est est-ce que cette vaccination ne va pas faire l'émergence d'autres virus HPV? Eh bien vous êtes très fort d'être arrivé à nous démontrer par 2 petits ronds et 3 études que j'irai bien chiader, de savoir que oui, vous êtes sûr que HPV, contre HPV 16 et 18, ça va faire ressurgir d'autres vaccinations. À l'heure actuelle, le monde médical, le monde des vaccins, le monde des infectiologues, le monde des virologues se demandent si ça va le faire et on n'en est pas du tout sûr. Alors on est tous conscients, nous médecins, mais accepter ça comme ça c'est difficile. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre remarque, madame. Mais je crois que vous avez mal interprété mes propos. Je ne suis pas en train de vous dire que les virologues, les infectiologues, je suis en train de vous dire simplement, et vous le savez aussi bien que moi, puisque vous m'avez dit que vous étiez chef de service à Villejuif, c'est que lorsqu'on homologue un produit, il y a un certain nombre de règles du jeu qu'il faut respecter. Ces règles du jeu, ce sont les règles des études statistiques. Peu importe ce que pensent les épidémiologues, peu importe ce que pensent les virologues, peu importe ce que pense le monde entier, madame, à partir du moment où les études ne démontrent pas l'efficacité, vous pouvez faire penser ce que vous voulez par qui vous voulez, l'efficacité n'aura pas été démontrée. Et lorsque l'efficacité n'aura pas été démontrée, on refait une étude, mais on ne se base pas là-dessus. Cela dit, quand vous venez me dire que c'est sur la base de ces 3 études ou 4 études, je vous défie de m'en trouver d'autres. Ce sont les seules études que nous ayons à disposition. Ce sont les 3 études randomisées prospectives, il n'y en a pas d'autres. Ce sont sur ces chiffres-là que les autorisations de mise sur le marché ont été données. Donc en fait, on est en train de discuter exactement sur la même base, vous, moi, les virologues, les épidémiologues. Ce document, je vous l'envoie très volontiers. Ah, très volontiers. Très volontiers, mais je suis surpris que vous ne le connaissiez pas. Si détaillé que ça et démontrant que le vaccin n'a pas d'intérêt sur les lésions précancéreuses et les lésions dues à tous les virus, ça je ne peux pas l'admettre sur 2 diapos comme ça, donc je veux bien que vous me l'envoyiez et je veux bien qu'on en reparle tous ensemble. Madame, non, mais excusez-moi. Mais je peux me tromper. Madame, excusez-moi, je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas l'admettre. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer par courtoisie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en tant qu'experte à Villejuif, vous ne connaissiez pas ces résultats. Mais si on les connaissait, mais enfin... Mais alors, si vous les connaissez, pourquoi vous me posez la question? Non, c'est facile de polémiquer. Vous les connaissez, vous êtes seul à... Vous voulez refaire les études. Vous m'envoyez, on en discute. Ça n'a pas d'importance. Moi, je sais que 16 et... Attendez. Je sais quand même qu'on peut dire que sur 16 et 18, la vaccination a démontré l'efficacité. Alors, vous me cherchez. Vous me dites... Ok. C'est à voir si ces 2 petites diapos avec tout virus confondu est vraiment vrai et si elle va ressortir encore plus longtemps. C'est tout. Ça, si vous avez ça, c'est bon. Bon, voilà. Bonjour Jean-Pierre Spinoza.
Je pense que c'était un bon moyen d'introduction que cette piqûre de rappel depuis notre intervention. Alors, vous pouvez trouver cette vidéo sur le site Medocéan. Vous en avez pour 45 minutes. Il n'est pas encore avec nous. Pour de 45 minutes un résumé, sinon vous avez les 2h20. Vous avez tout l'argumentaire. L'argumentaire, on n'a rien inventé. C'est pas moi, c'est pas Joël Pellerin, c'est pas Spinoza, c'est pas Catherine Riva. L'argumentaire, c'est clair, noir sur blanc, la FDA américaine, c'est tout. Il n'y a pas d'autres études. Et puis depuis, on fait croire qu'il y a eu d'autres études. Et c'est comme ça que le professeur Salomon du Haut Conseil Santé publique, le professeur Fleuret du Conseil technique de vaccination, ils ont dit, les jeunes filles, parce que c'est ça qui est marqué, ce que je vous dis, les jeunes filles à 12-13 ans, ils sont en pleine opposition, c'est comme un public un peu difficile. On va avancer l'âge. À 9 ans, au moins, ils diront pas non à leurs parents. C'est ça qui est marqué. Jean-Pierre Spinoza, bonjour. Je rappelle, parce qu'on n'a pas le son pour l'instant, mais on te voit, je rappelle que tu es gynécologue, donc spécialiste, bien au courant de cette pathologie, que tu es cancérologue, donc bien au courant de cette pathologie, que tu as été prescripteur de garde d'asile. Tu n'es donc pas, nous ne sommes pas anti-vaccins. Simplement, un jour, une mère de famille t'a dit, mais le Gardasil, est-ce vraiment utile? Et puis tu t'es dit, finalement, on m'a dit que c'était utile, mais tiens, je vais aller chercher un petit peu plus loin sur Internet, et tu n'as rien trouvé, si ce n'est trouvé l'inverse. Jean-Pierre Spinoza, donc, qui est actuellement à Lausanne. Tu nous entends, Jean-Pierre? Voilà. Est-ce que je ne sais pas si tu as vu la vidéo. On a fait un petit rappel de ce qu'on avait fait à l'Assemblée nationale il y a 2 ans, notamment ton altercation avec le professeur Castaigne, qui, je crois, n'a toujours pas donné d'études contradictoires par rapport à ce que tu as fait et Catherine Riva. C'est exact. C'est exact. Les ont été retransmises, Madame Castaigne, sans que malheureusement. Mais si j'ai bien compris, j'ai 5 minutes à disposition et j'aimerais rebondir sur la vidéo pour réexpliquer au public qui nous entend quel est le fond de la problématique. Avant de faire ça, j'aimerais quand même féliciter tous les organisateurs pour l'idée et pour l'ouverture d'esprit dans un climat tout à fait serein et une discussion parfaitement scientifique. Et puis j'aimerais dire avant toute chose aussi que je n'ai strictement aucun conflit d'intérêts. Et en conséquence, je vais pouvoir m'exprimer à nouveau sur l'un des problèmes qui me tient à cœur, en l'occurrence le garde d'asile, de façon parfaitement. Vous savez tous, médecins, pas médecins, que lorsque vous mettez sur le marché un produit, et cela est encore plus valable pour les vaccins, puisque comme vous savez, le vaccin est quand même dirigé a priori vers des gens qui sont en bonne santé, et pour le garde d'asile, touche les enfants et les adolescents, que pour mettre sur le marché un produit et encore plus pour le faire rembourser, il faut des preuves qui soient des preuves absolument incontestables de l'efficacité et de l'innocuité du produit, ce qui va permettre d'établir une balance bénéfice-risque ou ce qu'on appelle de façon différente un rapport coût-efficacité. Le cancer du col est une maladie grave, bien sûr, très malvenue, mais qui bénéficie déjà d'une prévention, même si elle est imparfaite. Cette prévention, vous la connaissez tous, c'est le frottis de dépistage. Et le cancer du col bénéficie aussi déjà d'un traitement chirurgical qui est aussi lourd, mais qui existe. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'urgence dans laquelle nos amis américains, et notamment la FDA, ont accepté pour que tout se fasse dans la précipitation, me semble extrêmement critiquable, extrêmement discutable. Alors, je vais rappeler à ceux qui ne connaissent pas très bien la question du cancer du col des notions de base, comme ça on arrivera gentiment ensemble à la fin avec une vision globale. L'histoire naturelle supposée du cancer du col, c'est à peu près une quinzaine de virus qu'on appelle virus oncogènes, dont 2, le 16 et le 18, sont associés à environ 70% des cancers du col. Il faut savoir que lorsqu'un cancer du col se développe, il se développe pas seulement parce qu'il y a un virus, parce que le virus il est présent une fois ou l'autre chez une très très grande majorité des femmes, mais c'est parce qu'il existe une immunité locale au niveau du col qui est déficiente, qui permet à l'infection virale de persister. Cette infection virale va amener des modifications cellulaires qu'on va appeler des dysplasies de bas grade, de grade moyen et de haut grade, ce qu'on appelle les CIN 1, 2 et 3, et puis qui finalement vont aboutir à des cancers. Chez vous en France,
il y a grosso modo 3000 cancers du col par année. Chez nous, il y en a 10 fois moins, parce qu'on est 10 fois moins nombreux en Suisse. Et chez vous, donc, sur 3000 cancers du col, il y a malheureusement encore 1500 décès. Ce qui fait que, à partir de cette constatation-là, il est clair qu'une vaccination qui permettrait d'éviter ces drames est une vaccination qui est bienvenue. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, encore faut-il que cette bonne idée fonctionne. On parlera donc de l'efficacité de ce vaccin aujourd'hui, et non pas de l'innocuité, qui pourrait faire l'objet d'un autre débat, simplement parce que nous n'avons pas le temps. Donc je parlerai de l'efficacité. Comment est-ce qu'on fait, quand on fait de la médecine correcte, comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'efficacité d'un produit qu'on va mettre sur le marché? Je suis navré de vous rappeler des choses de base, mais l'exemple du Gardasil, vous le verrez, est tellement flagrant qu'il faut qu'on passe quelques minutes là-dessus. Eh bien, on fait des études que l'on appelle prospectives, que l'on appelle randomisées, c'est-à-dire il y a un tirage au sort qui permet d'éviter une grande quantité de biais, et on les fait en double aveugle pour faire en sorte que ni la personne qui reçoit, ni le prescripteur ne sachent ce qu'il y a. Et les règles qui sont absolument incontournables lorsqu'on fait ces études pour valider la qualité d'un produit, sont qu'on définit à l'avance, et ce mot à l'avance, il faut bien l'ancrer dans la tête, il est en rouge, il est en gras, il est souligné, on définit à l'avance un seul objectif, un seul. C'est cet objectif qu'on appelle le critère de jugement principal, et ce que les Anglais appellent primaire endpoint. En l'occurrence, pour le Gardasil, c'est quoi le critère de jugement principal? Eh bien, le critère de jugement principal, c'est l'objectif, c'est la diminution du nombre de cancers du col, la diminution globale du nombre de cancers du col. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans l'étude? Eh bien, on va déterminer ce qu'on appelle des critères complémentaires, les secondary endpoints. Ces critères complémentaires, ils servent à quoi? Ils servent à expliquer les résultats trouvés, ils servent à documenter le mécanisme d'action et ils permettent de comprendre comment le produit qui a peut-être fait preuve d'une certaine efficacité est arrivé à son but. Ensuite, on définit le protocole d'étude, les groupes, per protocole, intention de traiter, on fait une analyse statistique pour déterminer si les différences que l'on va trouver sont dues au hasard ou si elles ont des chances, le fameux P inférieur à 0,05, ou si elles ont des chances d'être attribuables au produit, en l'occurrence au vaccin. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien, un exemple de la vie de tous les jours que vous trouverez peut-être un peu trivial, mais il est important. Si moi je fais une course pendant laquelle on mesure des temps intermédiaires, le seul objectif qui compte pour moi ou pour vous qui allez faire une course, qui est le critère de jugement principal, c'est de gagner cette course. Les critères complémentaires sont les temps intermédiaires. Ce sont eux qui pourront expliquer, le cas échéant, pourquoi j'ai gagné, pourquoi je n'ai pas gagné la course, et de vous dire que j'ai fait le meilleur temps intermédiaire sans vous dire si finalement j'ai ou je n'ai pas gagné la course, ça va peut-être vous intéresser, mais ça ne répond pas à la question initiale qui est celle de savoir qui a gagné la course. En effet, je peux faire d'excellents temps intermédiaires et tomber ou sortir de la route ou faire un malaise sur le dernier kilomètre et perdre malgré tout la course. Pour le vaccin HPV, et plus particulièrement pour le Gardasil qu'on a beaucoup étudié, il faut savoir que ce vaccin ne cible que 2 virus oncogènes sur les 15 dont je vous parlais avant, qui sont le 16 et le 18, et on a fait 3 études, je le répète, vous l'avez entendu avant, et 3 seulement, elles portent des noms de code qui sont 007, comme James Bond, 013, c'est la future 1, et 015, c'est la future 2. L'étude 005, il faut la laisser de côté parce qu'au lieu de tester un produit où il y avait les 2 souches virales 16 et 18, elle n'a testé un produit où il n'y avait qu'une seule souche virale, c'est un autre produit. Et puis, il y avait à peu près 18 000 patientes sur une durée moyenne relativement courte, puisque la durée moyenne était de 2 ans. Et le critère principal était au départ d'évaluer la diminution du nombre de cancers du col, tout virus confondu. Maintenant, le problème, c'est que comme le cancer du col met 20 ans à peu près à se développer, et qu'on est moyennement pressé et curieux de voir si notre vaccin va être utile, eh bien, il est légitime de remplacer ce critère principal par un autre critère, qu'on appelle critère de substitution, et qui est l'évaluation des lésions précancéreuses, les fameuses CIN 2 et 3, qui sont les lésions précancéreuses à haut risque. Ce n'est pas un risque à 100%, mais c'est un haut risque de devenir un cancer.
Le critère complémentaire, le temps intermédiaire dont je vous parlais avant, et que l'on va déterminer pour voir par quel mécanisme ça a fonctionné, c'est la diminution des lésions dues au virus 16-18. Je répète encore une fois, j'obtiens une diminution de tous les cancers par le biais d'une diminution des virus 16 et 18. Ça, c'est de la bonne science. Le résultat final, il est là, et le résultat intermédiaire, ce sont les virus 16 et 18. Or, le problème, le grand problème de toute cette affaire Gardasil, c'est que ce qui a été prouvé et publié, et quand je dis publié, c'est uniquement publié, ce sont les critères intermédiaires. C'est-à-dire qu'on est venu nous dire, sur les virus, sur les lésions dues au virus 16 et 18, nous avons une efficacité qui frôle les 100%. Et ça, je ne le conteste pas. Le seul problème, c'est que je leur ai dit, écoutez, vous avez fait un très bon temps intermédiaire, où est la preuve de l'efficacité complète, c'est-à-dire de la diminution attendue, c'est-à-dire la diminution de 70% du nombre de cancers du col. Et dans la littérature publiée, les 3 études dont je vous ai parlé, vous ne trouvez pas ces chiffres. Et ces chiffres, vous allez les trouver dans le fichier de la FDA. C'est assez compliqué, mais maintenant on a le lien, donc on pourra vous le fournir. Et quand on va regarder, en fait, malgré la diminution drastique des lésions dues au 16 et au 18, quelle est la répercussion en termes de diminution du nombre total de cancers du col, eh bien, on se rend compte, en fait, qu'il n'existe pas de diminution du nombre total de cancers du col, parce que le chiffre qui a été trouvé et qui a été donné à la FDA est un chiffre aux alentours de 17%, dont, pour les gens qui font de la statistique, vous comprendrez, dont les extrêmes sont en dessous de 0 et vont jusqu'à 40. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas réussi à prouver au plan statistique, le P n'est pas statistiquement significatif, que le Gardasil amène une réduction globale du nombre de cancers du col. Alors, il faut arrêter de se braquer en me disant oui, mais en tout cas, sur les virus 16 et 18, ça marche. Je le sais, je vous dis que je suis conscient et que j'accepte cette remarque, mais pour moi, ça ne suffit pas d'avoir une efficacité sur le 16 et le 18 si cette efficacité faramineuse sur le 16 et le 18 ne se répercute pas sur une diminution sur le nombre total de cancers du col. Et le problème, c'est que la communauté médicale mondiale a accepté ces critères intermédiaires et a fait des extrapolations en disant puisque ça marche sur le 16 et le 18, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas l'efficacité globale. Et je répète, cette efficacité globale n'a jamais été retrouvée. Et cette erreur originelle, grâce à Catherine Riva qui fait des travaux d'enquête assez remarquables, excusez-moi, on a compris d'où elle vient. Elle vient de la FDA, qui au départ avait accepté comme critère définitif la diminution totale de nombre de cancers du col, et comme critère intermédiaire, pour expliquer cette diminution totale, la diminution des lésions dues au 16 et au 18. Puis par un tour de passe-passe, à un moment donné, eh ben, le critère principal a été changé, et on a admis comme critère principal uniquement la diminution du nombre de lésions dues au 16 et au 18. Et cette erreur originelle, elle a des conséquences. Elle a des conséquences et surtout, elle pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est de comprendre comment est-ce que dans des agences de régulation aussi bien organisées et aussi importantes que la FDA, on peut, je vais dire, se tromper autant quant à la détermination des critères de jugement. Les agences européennes, les agences des autres pays, ont repris pratiquement telle quelle cette erreur originelle et l'analyse de la FDA sans se poser de nouvelles questions et ont donc entériné ce que la FDA avait dit. Ce qui a entraîné la validation d'un produit, je le répète encore une fois, sans que l'efficacité globale soit prouvée au plan scientifique, ce qui à son tour entraîne des questions et des problèmes, les problèmes suivants qui sont très importants. D'abord un problème médical, parce que proposer une vaccination sans que l'effet soit prouvé, surtout à des gens a priori en bonne santé et à des jeunes enfants, ça pose quand même des questions morales. Faut-il rappeler que le vaccin a été rendu obligatoire jusqu'à, moi je me joue des tours maintenant, mais je dirais fin 2009, pour toute fille se rendant aux États-Unis. Maintenant, l'obligation est tombée.
Cela entraîne la question des effets secondaires subis inutilement, car on est d'accord de prendre un risque. Tout produit pharmacologique administré comporte un risque, on le sait tous, mais on est tous d'accord de prendre un risque si le bénéfice en vaut la peine. Et pour un vaccin qui n'a pas démontré son efficacité, cela peut poser des problèmes. Ensuite, il y a un problème financier. La charge supportée par la collectivité est quand même énorme. C'est le vaccin qui coûte le plus cher de l'histoire de toute la vaccination, et cela dans un contexte d'inflation continuelle des coûts de la santé, dont nous sommes aussi victimes en Suisse. Vous n'êtes pas les seuls en France et hors métropole à avoir ce genre de problème. Ça pose des problèmes juridiques. Qui assume et qui assumera vis-à-vis des victimes de ces vaccinations, parce que toutes les vaccinations malheureusement font des dégâts, et je ne suis pas un anti-vaccinaliste, mais il faut le savoir quand même, qui assumera au plan juridique les conséquences de ce faux pas. Ensuite, il y a des conséquences que je vais appeler pédagogiques, car il continue régulièrement à se dire et redire dans les congrès que le vaccin est efficace contre le 16 et le 18, ce qui est vrai, mais on omet de dire que cette efficacité retrouvée contre le 16 et le 18 ne sert à rien du tout, parce que l'efficacité totale, elle, n'est pas au rendez-vous. Cela induit en erreur des quantités de médecins qui continuent à faire confiance aux orateurs qui sont invités dans les congrès, orateurs au passage dont on devrait de temps en temps quand même demander quels sont les liens d'intérêt. Et puis tout ça arrive au bout du compte à une perte de confiance assez importante de la part de la population vis-à-vis des experts, vis-à-vis des politiciens qui sont nommés justement pour faire attention à ce genre de problème, vis-à-vis des autorités de régulation. Et je terminerai ma petite explication en vous proposant quelques pistes de réflexion qui méritent d'être pensées pour éviter que ces problèmes qui sont quand même maintenant récurrents continuent à se reproduire. Je pense qu'il faut quand même commencer à former sérieusement ou à penser sérieusement à former les médecins à la lecture critique des articles médicaux en leur donnant les bases de statistiques médicales nécessaires pour interpréter les études cliniques et être capable de mettre à la poubelle les études qui ne servent à rien et de garder celles qui sont pertinentes. C'est un peu ce que fait la Cochrane Database depuis quelques années. Il faut vraiment encadrer la problématique des liens d'intérêt des experts et de tous les orateurs et de tous les formateurs lors des congrès et lors des émissions médiatiques. Alors je vous ai dit avant que je n'en avais pas, je vous le répète. Il faut par exemple rendre absolument transparents les liens de celui qui s'exprime. Et puis je me pose la question depuis quelque temps de savoir s'il ne faut pas responsabiliser au plan juridique et administratif tous les leaders d'opinion, tous ceux qui propagent dans les congrès, les cours de formation et les autres formations postgraduées, des informations inexactes, voire, comme dans le cas du Gardasil, carrément fausses, informations qui ne peuvent que nuire à la collectivité et à l'image de marque de notre si belle profession. Voilà, je vous ai pris une dizaine de minutes, mais je pense que c'était important que je vous explique la genèse de toute l'affaire Gardasil et les recherches que nous avons menées avec Catherine Riva. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre, on t'a entendu parfaitement, on t'a vu parfaitement, et non seulement dans cet amphithéâtre sur le campus de La Réunion, mais partout, toutes les personnes qui se connectent, donc en France et ailleurs probablement. Je rappelle que tout l'argumentaire que tu as dit, on le retrouve en 2h20 ou pour les presser en 47 minutes sur le site Médocéan, par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, l'argumentaire de Jean-Pierre Riva, l'argumentaire de Catherine... je vous ai déjà unis pour le meilleur et pour le pire, Jean-Pierre Spinoza et Catherine Riva, et Joël Pellerin, médecin de La Réunion, qui a travaillé beaucoup sur la Gardasil, et ils ne se connaissaient pas, il se trouve que finalement, ils ont trouvé les mêmes... Alors, je voudrais poser une question avant de passer, parce que tu as interpellé la justice, le monde de la justice. Donc, Madame Brault, qui est procureure adjointe de la République à La Réunion, va répondre. Mais une question d'Internet qu'on se pose, est-ce que le Gardasil est encore un vaccin remboursé par la Sécurité sociale ? Oui, nous dit le pharmacien, le président de l'Union régionale des pharmaciens, donc ça pose un réel problème. Non seulement nos autorités de santé mettent sur le marché quelque chose qui n'est pas efficace, quelque chose qui peut-être a des effets indésirables, mais qui en plus coûte une fortune pour un bénéfice, tu l'as dit, c'est d'ailleurs pas 1500 décès en France, je crois, c'est même moins de 1000 maintenant, 900 et quelques les dernières statistiques de l'INCAD, ça pose un réel problème puisque nous prenons en charge quelque chose et moi personnellement, je préférerais que ce coût soit pris
pour essayer d'avoir moins d'amputés, notamment à La Réunion, il y en a 400, moins d'insuffisants rénaux pour lesquels il faut du temps et peut-être de l'argent, plutôt que mettre dans un vaccin qui n'a pas lieu d'être. Je laisse la parole à Madame la vice-procureure. Ce serait pour soulever deux points. D'abord, c'était le combat de David contre Goliath, c'est l'impression que ça m'a donné. Le scepticisme, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable dans votre métier. La question que je voulais poser, en fait, elle ne s'adressait pas vraiment à vous, elle s'adressait plutôt aux médecins, parce que j'ai cru comprendre que dans un guide, que les médecins... cela faisait partie, sur les médecins français, ça faisait partie des bonnes pratiques que ce cancer du col de l'utérus, et qu'il y avait des, je vais employer un mot qui est peut-être pas correct, mais qui touchait un bonus si cette bonne pratique faisait partie de leur bonne pratique. Est-ce que j'ai bien compris ce qui avait été dit l'année dernière? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je suppose que c'est à moi que vous avez posé la question, Madame la procureure. Personnellement, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas au courant, ou plutôt je n'ai pas de preuve formelle de ce que vous venez de dire. Cette information ne provient pas de moi et je suis donc dans l'impossibilité de vous répondre. Donc je vais répondre au moins partiellement. Non, ça ne fait pas partie des objectifs, mais oui, ça risque d'en faire, surtout que maintenant, vous savez que les médecins sont payés notamment au contrat à la performance. Donc, qui dit contrat à la performance, vous avez un certain nombre d'indicateurs à respecter. Pour l'instant, c'est le vaccin de la grippe pour certaines populations. C'est un certain nombre de dosages, donc des bons indicateurs, hein, parfois, dans la surveillance du diabète, etc., etc. Pourquoi pas mettre un jour le Gardasil? De toute façon, c'est le prescripteur qui décide. Mais vous savez, quand vous avez la carotte financière au bout, et en plus, les patients qui voient sur un spot à la télévision, sur un spot qui passe en continu en disant « faites-vous vacciner », en pensant que c'est les autorités sanitaires qui mettent ce spot, alors que ce n'est pas marqué autorité sanitaire, c'est marqué laboratoire Sanofi. D'ailleurs, c'est un peu étonnant, parce qu'en bas, c'est marqué quoi? Attendez, le vaccin, il faut le faire, mais faites-vous dépister quand même, il faut mieux. Voilà, donc c'est un peu un discours de dupe. Et donc, pour l'instant, nous ne sommes pas obligés, si on veut toucher notre prime, je dis nous, non, moi je n'ai pas signé le contrat, donc je suis exempt de cet exemple. Mais on peut penser que on pourrait très bien imaginer que cet indicateur soit sur le contrat d'objectif que doivent respecter les médecins. Je fais partie des médecins qui acceptent d'être payés à la performance. D'abord parce que j'estime que s'il y a des choses que je fais bien, il n'y a pas de raison que je ne sois pas rémunéré pour le faire, c'est un autre débat. Et puis aussi pour essayer de l'intérieur de faire changer certaines choses qui doivent être changées dans ce système de paiement à la performance. Le critère actuel, Jean-Pierre Spinoza, qui est retenu, qui n'est pas un critère d'ailleurs qui influe sur la rémunération à la performance, c'est le nombre de patientes que nous suivons qui bénéficient d'un frottis. Donc ça n'est pas du tout, pour le moment en tout cas, espérons que ça dure, ça n'est pas du tout la vaccination, c'est bien le frottis de dépistage. Je vous rappelle frottis de 25 à 70 ans, tous les 3 ans, sauf les premières années, tous les en 2 années, sous réserve évidemment que le frottis est normal. Hein. On parle ici en dépistage de masse d'ailleurs, hein, l'ensemble de la population. Question de notre philosophe, président du Cercle philosophique de La Réunion, Odile Manuel Waro. Oui, bonjour monsieur. Oui. Alors bonjour, vous avez démontré par des arguments assez convaincants que le Gardasil n'avait pas prouvé son efficacité. Et du coup, comment expliquez-vous la résistance des gens qui sont pour son utilisation? Est-ce que c'est des conflits d'intérêts ou est-ce que ce n'est pas plutôt idéologique? C'est-à-dire que la médecine a besoin plus que jamais aujourd'hui de garder son autorité, de maintenir, en gros, de cultiver la confiance qu'on peut encore avoir en elle. Et on sait bien que quand les dirigeants ou quand les autorités se disputent, plus personne ne croit en elle et plus personne n'obéit. Alors est-ce que ce n'est pas pour préserver un petit peu le statut de la médecine, qu'elle reste sur leur position, pour ne pas se dédire, et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise de la relation médicale? Votre remarque me plaît beaucoup, je crois que vous avez raison, mais je crois que c'est malheureusement de loin pas le seul argument. Le problème, et c'est Jean-Pierre Spinoza, praticien maintenant, qui vous parle, c'est que la médecine s'étoffe tous les jours de tellement de notions nouvelles que nous ne pouvons pas être derrière, comment faut-il dire, on ne peut pas
absolument tout contrôler. On vit dans un système sociétal qui fait qu'à un moment donné, on a tous un rôle à jouer et on est obligé de faire confiance. Moi, quand je vais dans un supermarché, je ne peux pas faire une enquête policière pour savoir si la date limite de péremption d'un produit qui a été vendu est respectée ou n'est pas respectée. Je crois que c'est une responsabilité morale et une responsabilité de société. Le problème, c'est qu'en médecine maintenant, on se rend compte de plus en plus que certaines personnes qui devraient jouer le jeu de la transparence pour que leur rôle ou plutôt que pour leur mission soit faite de façon correcte, ne le font pas. Et donc, moi, je défends un peu les médecins dans le sens où ils n'y peuvent pas grand-chose si on leur raconte des demi-blagues ou des blagues complètes concernant un certain nombre de produits, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas jouer aux policiers. Le travail est déjà assez lourd comme ça, et ils sont obligés de faire confiance. Et d'ailleurs, il y a dans la salle aussi d'autres philosophes, d'autres personnes qui connaissent les problèmes éthiques et les problèmes moraux évidemment bien mieux que moi. Un des problèmes fondamentaux, il est là, et c'est pour ça que je trouve que la situation est grave. C'est parce que, au fond, on joue avec la confiance des médecins, on joue avec la confiance des malades qui font confiance à leurs médecins, et à partir du moment où vous avez un maillon de la chaîne qui est faible, il y a tout le système qui s'écroule. Et nous devons tous être solidaires parce que finalement, nous sommes tous responsables les uns des autres. Merci beaucoup Jean-Pierre, il va falloir clôturer. Je te remercie pour ton travail que tu as fait avec Catherine Riva, la piqûre de trop, que vous pouvez acheter. Il y aurait d'autres questions, donc nous on va clôturer avec toi, tout simplement parce que nous avons d'autres intervenants. Merci encore, et puis si personnes ont des questions, on les posera à la fin, on les notera, ou alors vous nous les envoyez à Medocéan, on les transmettra à nos experts. Encore merci Jean-Pierre. Alors,